des valeurs humaines aussi sur la manière dont on entreprend la construction. Je tombais très très bas, la liquidation judiciaire classique, avec toute la saisie des biens, l'arrêt total du travail. Mais ça arrivait par coup de chance pendant le Covid. Oui. Où en fait on peut vraiment déterminer aussi son coût carbone au démontage, parce que si on peut les démonter à vision 100 ans. Parce que... Bonjour Pierre. Bonjour Sébastien. Alors tout d'abord je suis très heureux de t'avoir. On va se tutoyer, hein, ouais, même plaisir. si on ne se connaît pas, ou en tout cas depuis quelques minutes. On va se tutoyer. Je suis très heureux que tu aies accepté notre invitation et que tu fasses partie de cette saison 2 du podcast vidéo L'écho des entrepreneurs. Alors on va essayer tout d'abord, Pierre, de remettre un petit peu dans le contexte. Tu vas nous raconter un petit peu ton parcours. Alors ce qui nous intéresse, ça s'appelle L'écho des entrepreneurs, donc un peu plus ton parcours professionnel, mais tu peux aussi nous glisser un petit peu ta formation, tes expériences, donc pour en savoir un peu plus sur toi. Très bien. En fait, alors moi j'ai un parcours assez atypique par rapport aux fonctions que j'ai actuellement, parce que j'ai à la base un parcours plutôt commercial, dans lequel j'ai pu évoluer assez rapidement, très jeune. Je devais avoir dès 18 ans, j'ai commencé en fait par la vente en porte-à-porte, à commercialiser portes, fenêtres, ravalement de façade. Et une bonne école, le porte-à-porte. Ouais, une très très bonne école. Ça permet de mieux comprendre les clients, parce qu'en fait on doit s'adapter immédiatement à comment satisfaire et comment en fait rentrer immédiatement dans la confiance d'un foyer, parce qu'on doit rentrer chez eux. Et du coup, oui, ça m'a amené en fait toutes les clés pour pouvoir comprendre comment fonctionnait l'humain et derrière pouvoir justement présenter les produits que j'avais à vendre. Et très rapidement, en fait, j'ai été démarché par des sociétés qui vendaient des fenêtres. Une boîte qui est pas très loin d'ici d'ailleurs, qui s'appelait VMP, qui était à Bressuire. Ouais. Alors c'est marrant, c'est ma ville d'origine. Voilà. Ok, d'accord. Ça nous fait déjà. Vernier Menuiserie Production. Ouais. Voilà. Donc je crois qu'il d'ailleurs n'existe plus aujourd'hui. Non, c'est ça. Et j'ai plutôt pas mal performé parce que j'avais réussi à récupérer en fait des gros clients. Et vers l'âge de 20 ans, je me fais démarcher par une boîte en Belgique qui s'appelle Pierre System, où j'ai pu très rapidement en fait devenir directeur commercial. Et par la suite, j'ai été encore débauché pour rentrer en fait dans une business unit où là j'ai fait sur deux pôles différents. Un plus sur la distribution avec les distributeurs .p et un autre plus sur le développement de produits. Et donc là on était en 2012 et j'avais la possibilité de pouvoir aller m'installer aux États-Unis. Donc j'avais 22, 23 ans. Et là je me suis dit je vais vendre ma maison. J'ai été déjà propriétaire. Ah oui. Voilà. Et j'avais l'idée de vendre cette maison entièrement meublée, aménagée, équipée. Parce que je me suis dit, on part à l'étranger, pourquoi s'embêter à vendre la maison et tout le mobilier à côté. Et la maison s'est vendue très rapidement sur un marché qui était compliqué en 2013. Et quand j'étais chez le notaire, les personnes qui ont acheté la maison m'ont dit, mais en fait, nous, on l'a achetée parce qu'elle était vendue meublée. Et donc, je suis parti aux États-Unis. Quand je suis rentré, en fait, pour des raisons de conjoncture, le projet ne s'est pas développé. Et là, je me suis dit, mais si je devenais constructeur de maisons avec un concept clé en main, en apportant justement tout l'aménagement, la décoration, et vraiment jusqu'à la petite cuillère. Donc j'ai à ce moment-là construit une première maison avec un constructeur traditionnel, un CCMiste, et je me suis du coup confronté à toutes les difficultés que les clients peuvent avoir aujourd'hui justement avec la construction traditionnelle. Et j'ai voulu créer en fait une société qui allait simplifier en fait justement la construction. Donc je me suis heurté à pas mal de difficultés par rapport aux nouvelles normes et ce qui était qualifié à l'époque par le CSTB, parce qu'il y avait plein d'innovations, mais peu été accepté en fait sur la partie technique. Et au bout d'un an, donc j'ai créé cette société. Au bout d'un an, j'ai fait le choix avec un partenaire qui est en Belgique, qui s'appelle Bistil, de partir sur la structure métallique, tout en incorporant en fait tout un tas de services qui étaient justement l'aménagement et la décoration des équipements intérieurs. Et tu m'arrêtes si tu as des questions entre-temps. Il n'y a pas de souci. Fais-moi confiance. Top. Et donc, j'ai fait mes premières levées de fonds, trouvé des investisseurs pour justement accompagner le développement de ces sociétés-là. Et je me suis heurté à pas mal de problématiques par rapport justement au système constructif, qui était un produit innovant et
on a vécu en fait dans un monde. Enfin, moi, je suis né dans les années 80. Moi, mon dessin animé, c'était les 3 petits cochons. Voilà. Donc, la maison en paille, la maison en bois, et celle qui marche, c'est la maison en briques. Et du coup, les clients, quand je les avais, ils étaient heurtés à cette confrontation de l'innovation de la construction en ossature métallique, qui rentrait pas en fait dans les habitudes. Donc, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était de vouloir proposer justement ce qui, moi, me semblait être une bonne vision, qui était de vouloir proposer justement tout l'aménagement et la décoration intérieure. En fait, les gens ne veulent pas. Ils ont besoin de. Je discutais encore ce matin. Les gens ont besoin d'aller chez Ikea et de s'embêter à monter eux-mêmes leurs meubles, à essayer d'imaginer leur espace. Et moi, j'avais essayé en fait à travers cette innovation d'amener justement un espace qui était parfaitement designé, qui était parfaitement étudié justement pour le cadre de la maison. Et ces deux confrontations, entre cette confrontation que le client a de sa maison, le système constructif, a fait que, bon, après 6 longues années, malheureusement, on a fait le choix on a fait le choix, ou tout du moins, on nous a demandé. On a été mis en liquidation judiciaire, et du coup, repartir sur un nouveau type de process. Mais j'ai pas voulu abandonner en fait le système en structure métallique. Donc je me suis associé en fait avec une famille qui font de la promotion, où là on a construit pas mal de biens en fait justement avec mon système, qui permettait de valider en fait qu'il y avait un vrai atout en fait à construire avec cette méthode. Et il y a eu cette phase en fait de Covid entre 2019 et 2020. Et pour moi, il y a vraiment eu un après-Covid où les choses ont pas mal changé. Il y avait les Parisiens et ceux qui habitent dans les grandes villes qui ont eu ce besoin en fait de venir s'installer en province. Il y a eu la mise en place en fait de la nouvelle RE 2020. Et il s'avère qu'au niveau du DTU, notre système constructif qui n'était pas encore reconnu a été reconnu en 2019. Donc là, en fait, il y a un prisme qui s'est mis à changer, où là, en fait, on avait un boulevard qui était en train de se mettre en place. Et ça a permis en fait de faire accepter en fait aux clients que la structure métallique pouvait être en fait une bonne solution, parce qu'aujourd'hui la préindustrialisation de la construction d'une maison en ossature légère permet aujourd'hui de construire 20% plus rapidement, 20% moins cher. On est beaucoup plus éco-responsable. On peut aller chercher justement une forme de neutralité carbone autour de sa conception, contrairement justement aux constructions traditionnelles en parpaing ou en briques qui, eux, sont très consommateurs d'énergie. Là, on est sur des aciers recyclés. Il y a un cycle, ce qu'on appelle Earth to Earth, de la terre à la terre, où en fait, on peut vraiment déterminer aussi son coût carbone au démontage, parce qu'on peut les démonter à vision 100 ans. Parce qu'en plus, un des gros avantages, c'est que la structure métallique aujourd'hui a une garantie posée par ArcelorMittal de 99 ans de durée de vie, à l'inverse d'un parpaing ou de la brique, qui eux ont une durée de vie de 47 ans. Donc, beaucoup de choses qui font que, en fait, aujourd'hui, l'ossature métallique est l'une des solutions les plus pérennes, aussi bien pour faire de l'architecture contemporaine et en même temps pour des raisons écologiques et pour des raisons économiques. Donc, on touche ces 3 pôles-là. Alors, on va y revenir. Il y a un petit côté aussi résilience dans ton parcours. J'ai bien compris, j'ai bien entendu. On va y revenir. Moi, ce qui m'intéresse, j'aimerais que tu reviennes sur le début, en fait. Parce que à t'entendre, tu as pris des responsabilités dans des entreprises, directeur commercial pour une boîte internationale en Belgique, etc., etc. Très jeune, en fait. Tu as dit aussi que tu as été propriétaire très jeune. Donc, tu avais déjà à l'époque, à 20 ans, 21 ans, 22 ans, une certaine maturité. Ouais, ou tout du moins un rêve de vouloir être... J'ai toujours voulu entreprendre. J'ai compris très rapidement, de toute façon, même quand j'étais chez Saint-Gobain, quand j'étais justement... je voulais pas être sur des rails. Donc, je voulais pas avoir une carrière qui était sur des rails et évolution progressive, mais plutôt essayer de... Déjà tout petit, moi, je me rappelle mes parents, quand on me disait ce que je voulais faire plus tard, je disais, moi, je veux faire Bernard Tapie. Voilà. Donc, j'ai toujours voulu faire des choses qui dépassaient ce que les autres pouvaient imaginer. Et, tu l'as encore, ce rêve-là? Enfin, je veux dire, l'esprit... je ne sais pas s'il y a un esprit tapis. Mais, je ne sais pas s'il y a un esprit tapis aussi, mais je pense que le fait de croire en des choses qu'on ne se sent pas capable de faire, ça montre une forme de direction quelque part. J'essaye de me dire que la difficulté, elle est toujours existante dans tout, et que de toute façon, il faut essayer de... C'est parce que c'est difficile
et que certainement, moi, j'ai pas peur de l'échec. Ouais. Ouais, j'aime bien me casser la gueule. Et on commence. En fait, c'est vraiment des sources d'apprentissage. Moi, j'ai monté ma première société, si on peut appeler ça une société, j'avais 14 ans. Ah oui. Voilà, C'était quoi ? J'étais dans le business de eBay dans les années 2000. C'était vraiment eBay qui était la première plateforme de vente en ligne. Ouais. Et moi, je faisais du commerce de pâtes et de café. Donc, je torréfiais le café dans ma chambre et je revendais ça en ligne. Voilà, donc, quand même, à 14 ans. Voilà, avant d'aller au lycée, ma mère me déposait à la poste. On allait déposer les affaires à envoyer, à expédier pour des clients. Donc ouais, je faisais ça. Ah ouais, alors je parlais tout à l'heure de 20 ans, mais ça, c'est encore bien plus jeune parce que. Même si on en parle avec. J'en connais pas beaucoup à 14 ans. Si on en parle avec. Quand j'ai reçu dans les années. En 98, quand j'ai reçu mon premier ordinateur, on avait un logiciel qui permettait de faire des calendriers. Je devais avoir 10 ans et je vendais les calendriers porte à porte déjà à mon voisinage. Donc. Donc c'est vraiment quelque chose que tu as. Après, je suis issu d'une famille de commerçants. Mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère ont été à l'initiative de l'usine Dim, donc les sous-vêtements. D'accord. Donc d'ailleurs une des usines qui était sur Bourges. Ouais. Ma grand-mère avait aussi une société de conception de colle Claudine, donc tout ce qui est les colles de fabrication textile. Donc en fait, mon père, ma mère, toute ma famille a toujours été dans le commerce. Je pense que j'ai eu ce sang, j'ai eu un sang. C'était dans les veines. Hein. Exactement. Quand on est, tu disais tout à l'heure, débauché, recruté par des grandes sociétés qui viennent frapper à ta porte, quand on a 20, 21, 22 ans, comment on le prend ? On est fier, on est. Ouais, alors c'était lié à des coups. La chance fait aussi partie de ça. Je pense que j'ai été au bon endroit au bon moment, avec une vision. Comme j'avais pas une vision qui était structurée, académique, j'avais une vision qui était un peu alternative par rapport à ce qu'on apprenait peut-être en école. Et c'est-à-dire, pourquoi tu dis que c'est alternatif ? C'est-à-dire que quand je vendais des menuiseries, justement, tout le monde était concentré sur quel était l'avatar du client. Donc l'avatar du client, c'est on vend des fenêtres à qui ? On vend des fenêtres à des professionnels de fenêtres qui vont vendre ça à des clients. Et moi, j'avais pris un peu un format alternatif, c'est de dire, au lieu d'aller voir le vendeur de fenêtres qui va acheter notre menuiserie, moi je vais voir plutôt les architectes qui vont prescrire sur des gros projets les menuiseries, qui vont mettre ça dans des CCTP, dans les cahiers techniques, en disant il nous faut une menuiserie de tel type, sur les points techniques en fait, sur le CCTP. Ouais. Et du coup, pour que les artisans puissent se conformer au CCTP, ils vont venir chez l'industriel récupérer ce produit-là. Et du coup, moi, ça a été ma méthode. Et c'est une méthode qui n'avait pas du tout été réfléchie par les usines pour lesquelles j'ai travaillé. Donc du coup, ça m'a amené très rapidement, via des petits points alternatifs sur lesquels j'ai apporté, des résultats. Et ces résultats ont fait que j'ai pu très rapidement monter et ils m'ont donné une confiance. Et je remercie d'ailleurs pour la confiance qu'ils m'avaient accordée à l'époque. Parce que quand on se retrouve à la tête d'une direction commerciale à 21 ans... oui, c'est pour ça. C'est pas tous les jours. Hein, Mais je savais au fond de moi que j'étais en formation. Ouais. C'est-à-dire que j'apprenais, j'étais pas frustré justement de changer de poste en poste. Au contraire, moi, tous les ans, je changeais de nouvelle société parce que je savais qu'à un moment donné, ce que je voulais, c'était changer les choses. Ouais. Mais j'attendais, je voulais pas un business dans le but de gagner de l'argent, bien que ça soit un élément moteur important. Le but, c'était d'amener une vraie valeur dans ce que je veux faire. Et quelque chose qui va rester bien après moi. Et quoi de mieux que la construction ? Quand vous construisez une maison, elle restera après vous, quoi. Et avec, je l'entends bien aussi, un sens, des valeurs qui sont ancrées chez toi et que justement tu veux défendre. Oui, avec des valeurs écologiques, des valeurs humaines aussi sur la manière dont on entreprend la construction, des manières éthiques, et puis après les valeurs du travail pour monter un projet. Alors, je parlais tout à l'heure de résilience. Tu disais que tu aimais bien aussi tomber, chuter, que évidemment ça fait partie aussi de l'apprentissage. Tu as eu ton lot de descentes. Comment tu as vécu ces périodes-là ? Bizarrement très bien. Parce que je vais revenir. Parce que tu es monté très haut.
Ouais. Mais j'imagine que tu es descendu très Ah bas. ouais, je suis tombé très très bas. La liquidation judiciaire classique, avec toute la saisie des biens. Donc l'arrêt total du travail. Mais ça arrivait par coup de chance pendant le Covid. Oui. Et en fait, le moment où je me suis retrouvé au plus bas, tout le monde s'est retrouvé dans la même situation que moi, bloqué à la maison. Et j'ai utilisé la phase Covid comme une phase de transformation. D'ailleurs, à ce moment-là où j'ai commencé à entreprendre mes études d'architecte pour devenir architecte, DE. Et de tout l'apprentissage des outils numériques, parce qu'à l'époque, en fait, dans ma société, c'était j'embauchais des archis, j'embauchais des designers, j'embauchais des infographistes 3D. Je me suis dit, bon, on a du temps libre, on ne sait pas quoi faire. Bon, au lieu de regarder Netflix, on va apprendre à utiliser tous ces outils-là. Et j'ai commencé à m'intéresser d'ailleurs à l'IA, comment je pouvais optimiser mon travail avec des outils complémentaires. Et c'est là où je me suis rendu compte que je pouvais relancer mes projets en étant tout seul, sans investissement. À ce moment-là, j'ai ce groupe de promotion qui nous a fait la proposition avec un associé. Et je les ai rejoints et sans avoir le besoin d'un archi, sans avoir besoin de tout le staff que j'avais à l'époque, j'ai pu refaire globalement le même travail grâce aux avancées des outils numériques. Donc on vit quand même dans une époque incroyable parce qu'aujourd'hui, sans argent, on peut aussi relancer des projets. Il y a eu des belles réussites pendant cette phase, des moins bonnes qui sont liées principalement à la conjoncture actuelle. Parce que là, on est en train de traverser. On a eu donc la mise en place de la RE 2020. On a eu il y a eu les augmentations des taux bancaires. Et on a un marché qui s'est complètement écrasé. Et c'est ça qui m'a donné, grâce à ces 3 dernières années de reconstruction tout seul, de ce que j'ai vécu, qui m'a donné en fait l'envie de créer Boom, qui est la société dont on va parler aujourd'hui. Et c'est justement en fait toutes ces phases-là qui m'a permis à construire ça. Et aujourd'hui, quand je repense aux galères que j'ai eues, je me rends compte que maintenant que c'était des galères. Oui, Mais d'accord. pendant cette phase, je les ai vécues comme une suite logique, un apprentissage, une forme de résilience au fait que quand une balle touche le sol, elle rebondit et que ça fait partie d'un cycle pour un entrepreneur. Il y a des entrepreneurs qui connaissent jamais ces cycles bas, mais je pense que ça, c'est parce qu'on parle souvent des succès, mais dans la réalité, l'entrepreneuriat, c'est aussi des échecs, essaie et recommence, quoi. Donc, et améliore. Qu'est-ce qui allait pas. Et donc, à chaque fois que j'ai un échec, derrière, c'est une analyse. Qu'est-ce que je peux améliorer et comment je peux faire mieux. Ça veut dire qu'à aucun moment, tu as eu envie d'abandonner? Non. Alors déjà, parce que je pense que j'aurais pas su quoi faire. J'ai trouvé tellement je trouve que justement, autour de la construction, le fait de bâtir, ce métier de bâtisseur, construire quelque chose en dur qui va rester à travers le temps, je trouvais que tous les autres métiers, je vais pas dire fade, mais il y avait quelque chose de... Voilà, je sentais que énergétiquement, c'était pas fait pour moi et que ça, par contre, c'est là où je suis bon. Je pense être bon sur la partie créativité parce que moi, je me plais dans le marketing, je me plais dans la créativité de la manière dont on va concevoir les biens. Et du coup, je me voyais pas faire autre chose. Et je me voyais pas non plus travailler pour quelqu'un. Donc, ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors c'était bien sans doute au début, mais effectivement, tu as besoin d'avoir cette indépendance, cette liberté pour créer, pour avancer. C'est ça. Ouais. Alors on va parler un petit peu de Boom. Ouais. Quand même. Ce serait dommage qu'on n'en parle pas ici. Comment tu décrirais cette société? En fait, alors Boom, c'est véritablement en fait une offre alternative au marché de la construction actuelle. Et c'est un résumé en fait de mes 10 dernières années en tant que constructeur et promoteur. Si je dois faire simple, pour expliquer d'abord, il faut expliquer ce qu'est un constructeur de maisons individuelles. Un constructeur de maisons individuelles, c'est apparu en fait, ce terme-là, ce qu'on appelle les CCMistes, ça a apparu dans les années 80, où il y a eu un contrat qui s'appelle le contrat CCMI de la loi 1980. C'était des maçons qui se sont spécialisés justement dans la construction de maisons et qui avaient intégré en interne tout un tas d'équipes, les électriciens, les plombiers, le charpentier.
Et donc, c'était en fait une société qui allait globaliser tout votre chantier de construction du début jusqu'à la fin, avec lequel les clients contractualisaient pour leurs biens. Et en 2008, il y a eu la crise des subprimes aux États-Unis, une vague immobilière qui allait certainement devenir compliquée, en tout cas sur le marché de la construction. Et à ce moment-là, on a les sociétés de construction qui ont commencé à alléger leur structure en commençant à sous-traiter en fait la construction. Et c'est là où le marché a plus ou moins explosé en termes de tarifs, parce que les constructeurs en fait ont commencé à sous-traiter leur marché, mais pour des raisons de garantie, doivent avoir une certaine marge. Donc il faut savoir qu'un constructeur de maison aujourd'hui, ça marge entre 25 et 30% à peu près. Il y en a même qui margent jusqu'à 35%. Mais derrière, ils vont resous-traiter les travaux à des artisans qui eux-mêmes vont des fois passer avec des sous-traitants. Donc on va dire qu'entre 2010 et 2020, ça n'a pas posé beaucoup de problèmes parce qu'en fait, on était dans une période où il y avait les prêts à taux zéro. On était sur la RT 2012 qui faisait que la construction n'était pas excessive. Il y avait beaucoup de choses qui faisaient que, globalement, même si les marges étaient très élevées, le marché de la construction restait encore acceptable pour les clients. Il y a eu le Covid. Et après le Covid, on a eu une contraction au niveau des emprunts. On a eu la RE 2020 qui s'est mise en place. On a eu l'augmentation des taux bancaires et on a eu les artisans qui étaient souvent les sous-traitants qui se sont mis aussi à augmenter leurs tarifs suite justement à cette envolée du marché. Et là, aujourd'hui, on est à un marché qui s'est écrasé de 50% l'année dernière, justement parce qu'il y a des cumuls de marges qui sont beaucoup trop importantes. Et c'est là où nous, Boom, en fait, on ouvre une nouvelle perspective. C'est qu'à travers Boom, on va mettre à disposition aux clients tout notre savoir-faire depuis 10 ans. On va leur concevoir un bien à leur image. On a un catalogue de maisons, d'une trentaine de maisons qui sont déjà pré-industrialisées avec notre partenaire. Mais 80% de nos clients aujourd'hui travaillent sur des projets qui sont totalement personnalisés. On va designer, on travaille nous comme une agence produit, où en fait on va designer le produit pour le client, l'industrialiser dans un processus, et plutôt que de passer par un contrat de construction avec un CCMiste, on va ramener la construction à ce qu'est l'art de la construction, c'est-à-dire les architectes. Et un architecte aujourd'hui prend une mission complète pour suivre un projet de construction du début jusqu'à la fin. Il prend 14% de mission complète sur sa mission en partageant cette mission avec un AMO, donc c'est un assistant de maîtrise d'œuvre, qui va prendre jusqu'à 7% pour le suivi des chantiers, donc il se partage la mission à deux. Le gros avantage, c'est que ça amène un vrai professionnel de la construction, donc une garantie bien plus importante pour les assurances dommages ouvrages, pour les emprunts bancaires, ça crédibilise beaucoup mieux les dossiers. On n'a pas l'habitude d'entendre dire que les architectes sont moins chers que les constructeurs, mais parce qu'en fait, les architectes passent tellement de temps justement dans l'étude des dossiers qu'aujourd'hui, ils se positionnent principalement sur des maisons plutôt haut de gamme. Et là où nous, Boom, on amène un véritable avantage, c'est qu'on va justement prendre en amont tous les dossiers des clients, les pré-industrialiser avec notre système, faire tout le design et confier, une fois que tout ça est validé, à un archi qui n'aura plus qu'à mettre en musique justement la construction. Et comme on économise déjà jusqu'à 20% sur le coût de construction avec le système industriel et qu'on amène un coût de réduction par rapport à ce système avec l'architecte qui va coûter 15% moins cher qu'un constructeur traditionnel, le cumul des deux fait qu'aujourd'hui, sur un produit égal, on arrive à des tarifs qui vont être entre 30 et 40% moins chers que le marché traditionnel. Pourquoi Boom ? Parce que c'est une offre totalement alternative qui peut faire exploser le marché. D'accord. Voilà. C'est ambitieux de le penser ainsi, mais je pense qu'elle a sa place et que c'est vraiment un coup de pied dans la fourmilière, quoi. À t'entendre, la construction, tu disais que la construction est un art ? Oui. C'est un art comme un tableau ou de la musique. Oui. Ouais. En tout cas, ça te passionne. C'est un sujet qui me passionne. C'est pour ça que moi, j'ai voulu, à un moment donné, réellement mettre les mains dans le cambouis. Pas être juste le commercial ou le businessman du projet, mais de designer et de participer en fait, à la construction et à la réalisation en fait, de la partie design des produits. Aujourd'hui, c'est moi qui dessine quasiment tous mes plans. Ouais. Ah oui. Est-ce que, parce que j'imagine que tu as envie de 1000 défis encore, tu es encore jeune. Oui. On est encore dans le début évidemment du projet Boom, hein, évidemment. Mais voilà, tu as d'autres idées derrière la tête, d'autres envies ? Alors, je pense, la vision, c'est de vouloir faire de Boom
je vais avoir un langage un peu Startup Nation des années 2010, mais il y a cette volonté de ubériser en fait le marché de la construction, qui est un marché justement ancré dans du traditionnel, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'innovation n'a jamais été au cœur, en tout cas dans la construction, elle n'a jamais été au cœur aujourd'hui. Et donc du coup, amener ce service-là qui va me permettre d'ubériser le marché et de voir vraiment une offre alternative pour les clients à la construction. Et après, sur la partie plus technique, ingénierie, ce qui est vraiment des sujets qui m'intéressent, j'adore en fait réfléchir techniquement en fait comment construire demain, parce que le présent ne me suffit pas, on construit le futur avec le présent, et les idées du demain, il faut les avoir aujourd'hui pour les mettre en place et en musique. J'ai quelques pistes en tout cas qui permettraient demain de réduire en tout cas encore plus l'impact écologique en tout cas sur les maisons, réduire leur prix, parce que c'est un enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu hyper important, surtout on est dans une phase de transition aujourd'hui économique, en tout cas je le pense par rapport à l'arrivée de l'IA. Donc moi je suis continuellement en train d'innover sur la partie IA et la construction, c'est-à-dire d'utiliser l'IA comme un pilier aujourd'hui dans la construction de demain, donc, et de concevoir différemment. Sauf qu'en France, on est régi par des lois dont les PLU, donc les plans locaux d'urbanisme, qui veulent nous ramener justement à des choses beaucoup plus traditionnelles. Mais aujourd'hui, si on doit construire traditionnel, on arrivera à des coûts demain qui ne seront pas accessibles pour les gens. Et je pense qu'il y a des choses qui doivent encore changer. Mais j'ai quelques idées en tout cas qui peuvent être hyper intéressantes, mais pas forcément pour la France, parce que je pense qu'il faudra viser des pays en voie de développement, qui eux vont être beaucoup plus ouverts à des choses innovantes en termes de construction. Parce que en tout cas, ce qui est certain, c'est que la construction par pain, brique et traditionnelle doit être amenée à disparaître. Et c'est ce qui crée aujourd'hui la difficulté des constructeurs, c'est que ça fait 50 ans qu'ils construisent comme ça, 50 ans qu'ils ont des méthodologies qui sont en place, et ils sont plus aujourd'hui à se plaindre de ce que fait le gouvernement pour les contraindre, plutôt que de se poser la question comment on peut construire autrement. On va terminer là-dessus, construire autrement. Merci beaucoup. Une jolie conclusion. Merci beaucoup, et puis on va suivre avec attention évidemment l'aventure Boom. Et encore merci à toi. Merci à toi Sébastien et à toute l'équipe. C'était un plaisir. Au revoir. À bientôt.